après le corps qui a été retrouvé dans la forêt. Plus jamais personne n'a parlé de cette fille qui est partie. Plus jamais personne n'a parlé de cette fille qui est partie. Plus jamais personne ne s'est tourné vers la forêt. Il y avait une fenêtre. Depuis la maison, il y avait une fenêtre qui donnait vue sur un embranchement d'une rue qui s'enfonçait dans la forêt. Tous les jours, j'étais à cette fenêtre qui donnait vue sur la rue, sur l'intérieur du village, et surtout sur cet embranchement qui s'enfonçait dans la forêt. Je me demandais chaque jour si cette fille avait pris ce chemin et était peut-être partie par là pour s'enfoncer dans la forêt. Car tout le monde l'avait vue ce soir-là partir avec sa planche Ougia. Tout le monde l'avait vue partir avec sa planche Ougia en main. Avait-elle joué au milieu, au centre de la forêt? S'était-elle arrêtée au noyau de la forêt pour pouvoir y jouer? Mais tout le monde se demandait quand est-ce qu'elle allait revenir, alors que cela faisait depuis 3 jours qu'elle n'était pas revenue. Cela faisait depuis 3 jours qu'elle n'était pas revenue. Personne ne savait si elle allait revenir un jour. Tout ce que tout le monde savait, c'est qu'elle était partie dans la forêt, au noyau de la forêt, au centre, et c'était là qu'elle était partie jouer à Ougia, seule. Alors que tout le monde sait très bien qu'il faut dire au revoir, il faut se présenter, donner son nom, et demander à qui est-ce qu'on veut communiquer, mais qu'il ne faut pas jouer seul. Tout le monde sait qu'il ne faut pas jouer seul. C'est d'ailleurs l'une des premières règles à suivre, mais elle est partie dans la forêt avec sa planche. Personne ne sait si elle reviendra. Personne ne sait où elle est partie. Certains estiment qu'elle est partie au noyau de la forêt. Certains estiment qu'elle est partie se cacher derrière un arbre, pas plus loin que la limite de la forêt. Certains estiment qu'elle a traversé la forêt et qu'elle n'a pas joué, et qu'elle n'est tout simplement pas revenue. D'autres estiment alors qu'elle est tout simplement morte. Mais de quoi personne ne le sait. Mais d'autres estiment qu'elle est morte. Moi je le sais. Je le sais ce qui lui est arrivé. Je sais qu'elle est partie dans la forêt car je l'ai vue ce soir-là. Ce soir-là, je l'ai vue, elle portait un long manteau noir qui appartenait très certainement à quelqu'un d'autre. Ce ne pouvait pas être à elle, c'était 3 fois plus grand que sa taille. Ce manteau était 3 tailles au-dessus de la sienne, ça ne pouvait pas être à elle, c'était sûrement à un inconnu dans la rue qui lui avait prêté, la voyant assise sur le côté, sur le bord de la route. Peut-être les pieds dans une flaque d'eau, pieds nus dans une flaque d'eau, assise sur le côté. Peut-être que quelqu'un s'est mis à côté d'elle et lui a prêté ce grand manteau noir qu'elle portait quand elle est partie. Ou alors était-ce à son père, à sa mère ou à quelqu'un qu'elle connaissait. La personne avec qui elle vivait, était-ce à cette personne? L'avait-elle volée, l'avait-elle prise pour partir dans la forêt, pour se protéger? Ou est-ce qu'elle avait dit à cette personne qu'elle allait partir dans la forêt et lui avait-elle prêté volontairement? Mais je l'ai vue partir et moi je sais ce qui lui est arrivé. Elle ne s'est pas arrêtée, elle a marché, peut-être qu'elle marche encore aujourd'hui. Tout le monde espère un jour la revoir ou alors peut-être retrouver son corps. Moi je pense que c'est impossible, je pense que personne ne va retrouver son corps. Si quelqu'un est encore en train de marcher et si l'on peut penser qu'elle est morte, comment pourrons-nous retrouver son corps? Comment pourrons-nous retrouver son corps si on pense encore aujourd'hui qu'elle est morte? Et si quelqu'un peut penser qu'elle est encore en train de marcher? Moi je dis que c'est impossible, mais pourtant tout le monde ne cesse de dire qu'elle est morte. Tout le monde ne cesse de dire qu'elle est quelque part, et tout le monde ne cesse de dire qu'il y a des théories plus importantes que la mort. J'ai entendu une femme répondre à plusieurs questions sur un homme qui était en train de la questionner. Il y avait une femme dans sa grande maison. C'était une maison en bois abîmé. C'était un bois rêche, sec et froid. Il était gris et il était usé avec le temps. Cette maison était l'une des plus vieilles du village et c'était une vieille femme qui vivait à l'intérieur. Répondant aux questions d'un journaliste avec un long manteau noir, je me dis qu'il cherchait à savoir la vérité. Je me disais qu'il cherchait à savoir la vérité. Mais seulement quelle vérité? Est-ce qu'il cherchait à savoir la vérité sur comment elle est partie, où elle est partie, combien de temps elle a marché, ou comment elle est morte? Car tout ce que les gens savaient au village, tout ce que les gens savaient, c'est qu'elle avait joué à Ougia. Ça avait peut-être effleuré les pensées de certaines personnes. Ça avait peut-être effleuré les pensées de certaines personnes par rapport à ce qu'elle avait fait.
ce qu'elle aurait pu faire, mais cette personne qui répondait aux questions, cette vieille femme que je regardais de loin, je savais qu'elle savait quelque chose à propos de ce qui s'était passé, tout comme moi qui savais qu'elle était partie seule. Il y avait cette maison. C'était une maison vide, dans laquelle il n'y avait qu'un escalier. Y compris l'escalier qu'il y avait sur le côté, dans cette maison il n'y avait qu'un escalier. J'ai pu tout de suite les compter car il n'y en avait pas beaucoup. Cette maison était la première du village, jamais terminée. Jamais elle ne l'avait été. Jamais personne n'avait aménagé le deuxième étage, et jamais personne n'avait servi à ces escaliers. Jamais personne n'avait servi à ces escaliers, et jamais les escaliers n'avaient servi à une personne. Il y en avait un qui était proche de la fenêtre. L'autre était sur le côté, un peu plus loin, près d'une autre fenêtre. À côté, il y avait les sanitaires, les toilettes. Il y avait les toilettes, les sanitaires, à côté, la porte était tout le temps restée ouverte. Il y avait de l'eau noire qui stagnait à l'intérieur des toilettes, et pourtant l'eau était ouverte. L'eau était ouverte. Au milieu, il y avait un Ouija, une planche Ouija. L'eau restait ouverte par rapport à la toilette, par rapport à la porte, par rapport à la maison. Tout le temps. Et brisée en deux au milieu, il y avait une planche Ouija qui avait été plongée dans l'eau qui était restée ouverte par rapport à la porte. Et de ça, juste en face de cette porte ouverte, contre l'une des marches, peut-être la 15e, il y avait un escalier en colimaçon qui montait jusqu'à la fenêtre au-dessus. Et juste en face, au milieu de la pièce, mais un peu plus sur le côté, par rapport à la grande et longue fenêtre avec les 3 rideaux. Il y avait 3 rideaux. Par rapport à cette longue et grande fenêtre, il y avait un escalier, juste en face, qui passait par rapport à ces rideaux rouges qu'il y avait sur le côté. C'étaient des rideaux rouges, mais qui n'étaient pas totalement rouges. Un jour, je suis allé dans cette chambre. Je suis allé dans cette chambre qu'il y avait au-dessus des escaliers. J'ai pu franchir pas à pas les escaliers sans avoir l'impression qu'on m'observe. Une fois dans cette chambre, j'avais l'impression qu'on m'observait. Mais je savais que dans cette maison, on avait joué à Ouija car une planche Ouija y était toujours brisée et mise à flot dans l'eau des toilettes et des sanitaires qui étaient restés ouverts. J'ai pensé que cette maison était maudite. J'ai pensé que cette maison était peut-être une malédiction, que c'était pour ça que cette fille était partie. J'ai pensé peut-être que cette planche lui appartenait. Mais toutes ces théories que je mettais en place, toutes ces estimations, durant des années, toutes ces estimations ont fini par couler. Elles sont parties, elles ont fini par couler. Et j'ai remarqué alors que la rivière, c'était une rivière qui n'avait pas de nom, une rivière sans nom. J'ai alors su que la rivière sans nom qu'il y avait dans ce village, qui traversait le bord des maisons qui étaient l'une en face de l'autre. Les maisons qui étaient l'une en face de l'autre, j'ai su alors que cette rivière sans nom, comme on l'appelait, découlait en fait de ces sanitaires qui étaient ouverts. Ces sanitaires, ces toilettes qui étaient ouvertes, la porte qui était ouverte, l'escalier juste en face, la porte ouverte qui touchait la 15e marche. J'ai su alors que toute l'eau qui stagnait au milieu, c'était comme une ressource pour la rivière qu'il y avait. C'était à partir de là que s'écoulait la petite cascade d'eau noire. C'était de l'eau noire, l'eau des égouts. C'était à partir de cette cascade que s'écoulait l'eau qui était en train de stagner dans les sanitaires de cette maison. C'était à partir de là que s'était formée toute l'eau de la rivière qui s'écoulait dans tout le visage. Le visage, comme s'appelait cette rivière. Cette rivière était sans nom pour certaines personnes, mais pour certaines personnes, il s'appelait le visage. Parce qu'une fois que l'on se levait, une fois qu'on se mettait sur la branche d'un arbre tout au-dessus, une fois que l'on se mettait sur la branche d'un arbre tout au-dessus, on apercevait un visage. On apercevait un visage qui était dessiné par rapport au trajet, la trajectoire. Par rapport à la trajectoire
qui avait été faite par la rivière qui avait finalement creusé avec l'érosion son passage dans la terre, on apercevait qu'elle formait un visage tout autour, tout autour du village. Et tout cela découlait d'une toilette et d'un sanitaire qui laissèrent de l'eau noire s'écouler, à partir d'une maison abandonnée dans lesquelles même l'étage, le premier, le deuxième et le troisième n'a jamais été fait. Une maison qui n'avait jamais été aménagée, alors que pourtant toutes les autres ont été aménagées. C'est à partir de là qu'on a appelé ce village le... À partir de là, on a appelé ce visage... À partir de là, ce visage, on l'a appelé le village. En gros, c'était un peu une métaphore que l'on observait tout le temps cette maison. C'était un peu la métaphore que l'on observait tout le temps cette maison, car la rivière qui s'est formée avec l'érosion ne formait plus qu'un visage, comme pour savoir que tout le temps dans cette maison se sent observé, autant que dans ce village. Et le visage noir de cette fille qui est partie dans la forêt. Le visage noir de cette fille qui est partie dans la forêt, c'était peut-être celui que dessinait la rivière. Autant que je pensais qu'elle allait peut-être sustenter la forêt en mourant là-bas. Mais elle ne sustentait pas la forêt, elle se sustentait elle-même. Un soir, je sentis une menace se rapprocher. Elle se rapprochait et je sentis une menace arriver tout droit vers moi, comme s'il n'y avait aucune autre destination. Elle arrivait tout droit vers moi. C'est comme si elle n'avait aucune autre destination, comme s'il n'y avait aucun autre itinéraire pour elle. Mais je sentis cette menace très vite. Je pus alors m'en débarrasser aussitôt. Mais aussi puérile qu'il le paraisse, elle n'a rien fait. Cette menace que je sentis agissait comme un enfant. C'était puéril, alors j'ai pu m'en débarrasser facilement. Je pensais en la voyant qu'elle allait me faire peur. Mais elle agissait comme une enfant. C'était une menace petite. Dans le ciel, j'ai aperçu que le ciel devenait de plus en plus rouge et qu'il y avait des corbeaux. Il y avait des corbeaux qui arrivaient, qui étaient dans le ciel. Et dans ce ciel, il y avait des corbeaux qui arrivaient. Ils n'étaient pas comme d'habitude. Ils étaient violents et je voyais qu'ils battaient des ailes assez vite, comme s'il y avait de la violence dans leurs mouvements. Ils se rapprochaient de moi et le ciel qu'il y avait en face était rouge, entièrement rouge. Il y avait certains endroits du ciel qui étaient beaucoup plus rouges que d'autres, mais sinon le ciel était beaucoup plus rouge que d'habitude. De temps en temps, ça arrive que ce soit un ciel d'hiver, où l'on peut voir des endroits blancs, des endroits bleus très clairs, et certains endroits qui peuvent paraître être autre chose que bleu, blanc clair, ou alors même voir peut-être jaune, jaune citron, ou alors comme jaune lors d'un lever de soleil. Comme jaune lors d'un lever de soleil, ou alors jaune citron, peut-être blanc, de temps en temps des nuances de bleu. Là, ce n'était pas du tout ça. Il y avait des nuances de rouge, des nuances de gris, des nuances de noir. Et partout autour, le ciel commençait à devenir de plus en plus orangeâtre. Il devenait de plus en plus orangeâtre, de manière à ce que je puisse voir le ciel. Une fois devenu entièrement rouge, j'ai d'abord regardé par la fenêtre, priant pour ma survie. Priant pour ma survie, j'ai d'abord regardé par la fenêtre le ciel devenir orangeâtre. C'était un orange très très foncé. Mais d'abord c'est devenu orangeâtre par la fenêtre. J'étais assis sur une chaise et j'attendais. J'avais les mains jointes en forme de prière. En signe de prière, j'avais les mains jointes et le ciel devenait de plus en plus orangeâtre, comme quand il devient très rosâtre et qu'il va neiger, alors que nous sommes en été. Alors que nous sommes en été et qu'il va neiger, le ciel devient rosâtre, jaune citron, peut-être un peu bleu de temps en temps. Et là, on sait qu'il va neiger, c'est un signe. Mais là, je sais que c'est une malédiction qui se rapproche de plus en plus. Elle agit de manière enfantine, car je vois que, de temps en temps,
quand je fais quelque chose, elle dévie la trajectoire. Je vois que de temps en temps, quand je fais quelque chose, elle dévie sa trajectoire vers autre chose, comme si elle avait tendance à peut-être envahir plus qu'une personne. Peut-être qu'elle avait tendance à envahir plus qu'une personne, plus que moi. Et alors j'ai regardé ce ciel orangeâtre longtemps, les mains jointes, liées comme si j'allais faire une promesse ou peut-être une prière. Liées les mains jointes contre la fenêtre, je regardais le ciel orangeâtre presque noir, presque rouge. Il était d'un rouge crimson très sombre d'un rouge crimson. Je le regardais. Et moi je me suis assis contre. Finalement, une fois que le ciel est devenu rouge crimson, j'ai défait mes mains qui étaient mains jointes, et j'ai regardé le ciel qui était rouge vin, très intense et très foncé. Là j'ai su que la malédiction flottait juste au-dessus de moi, comme un nuage, ou alors comme un mirage. Ce n'était pas un mirage, j'en avais la certitude, car c'était au-dessus de moi, mais je savais qu'elle flottait comme un mirage juste en face de moi, et juste au-dessus de ma propriété. Là j'ai donc su que je devais faire quelque chose. J'avais peur, j'avais froid. J'avais froid, j'avais peur, je me sentais mal, j'avais la tête qui tourne. J'avais la tête qui tourne, je me sentais mal, j'avais peur et j'avais froid, j'avais quelque chose dans le ventre qui me faisait mal aussi. Cette chose dans le ventre qui me faisait mal aussi, j'ai remarqué que c'était un poids. Finalement, je me suis levé, je suis sorti de ma chambre. J'ai donc fermé la porte derrière moi, essayant d'ignorer ce ciel rouge, rouge très sombre, voire presque entièrement noir. Là, j'ai donc ignoré cette malédiction qui se rapprochait. De manière enfantine, elle se rapprochait de moi. Et là, j'ai été me servir un verre d'eau. Hélas, l'eau était très chaude, très brûlante. Hélas, j'ai voulu me servir ce verre d'eau. Ce verre d'eau que je me suis servi était brûlant. D'abord, l'eau était tiède, je l'ai laissé un quart d'heure. 15 minutes, un quart d'heure, je l'ai laissé sur le côté. Une fois que l'eau était tiède dans le verre, je me suis dit qu'elle allait refroidir. Mais pire que ça, elle s'est réchauffée. Elle est devenue bouillante et brûlante, jusqu'au moment où j'ai pu apercevoir que l'eau n'était plus que glacée. J'ai pris le verre, je l'ai jeté par la fenêtre, le verre s'est cassé et la glace s'est fissurée. Le sol était froid et la terre, ainsi que l'herbe et les parterres d'herbe, étaient gris. Il y avait la rosée du matin alors qu'on était seulement le soir. Il y avait la rosée du matin alors que nous étions seulement le soir. J'ai regardé le parterre d'herbe noire. C'était comme recouvert avec des cendres, mais il y avait la rosée du matin sur l'herbe. Il y avait des bracelets et un t-shirt blanc par terre couvert d'une tache de sang. Je ne l'ai pas ramassé, je ne l'ai pas pris à l'intérieur. J'ai retracé le parcours de chaque lettre, chaque chiffre, du oui, du non, du au revoir et du bonjour, pour la planche où j'ai commencé à jouer. Et là j'ai su que la malédiction partirait si je faisais une partie. Une fois la partie terminée, elle est partie. L'eau chaude, brûlante, qui était en train de bouillir dans le verre qu'il y avait en face, dans la cuisine, juste en face du jardin et de la fenêtre, n'était devenue plus que de l'eau froide que je voulais me servir, aussi froide que j'imaginais qu'elle le serait. Ce soir dans ma chambre, elle s'est levée devant moi. Je ne la connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Mais un soir dans la chambre, au cours du milieu de la nuit, elle s'est levée et m'a regardé. Je l'ai vue, de ses propres yeux, elle me regardait. Et moi, de mes propres yeux, je la regardais. Elle avait le canif que j'avais et que je tenais pour ouvrir les boîtes. Elle avait ce canif que je tenais pour ouvrir les boîtes. Elle l'avait en main. Elle en avait la lame contre la paume de sa main. Elle en avait la lame contre la paume de sa main et elle me regardait, tout comme moi je la regardais. Mais effectivement, ce n'était pas le même regard. Il y avait un regard plus méchant, plus furax, plus démoniaque, plus maléfique. Et il y avait un regard plus doux, plus simple et plus persuasif. Plus persuasif, plus simple et plus normal. C'était moi. Plus maléfique, plus noir, plus sombre et plus méchant, c'était elle.
Elle m'a regardé, et c'est avec le cutter dont je me servais, dont je me servais pour ouvrir les boîtes, qu'elle m'a regardé. Elle s'est levée et était juste en face de mon lit. Elle s'est mis bien droite, le dos droit, à tel point que je pouvais apercevoir ses vertèbres, chacune de ses vertèbres, dans son dos, à tel point que je pouvais les apercevoir. Elle m'a regardé, a penché la tête sur le côté et m'a regardé, à tel point que j'avais les yeux rivés sur ses vertèbres à l'arrière. Et là, quand j'ai vu sa colonne vertébrale se redresser bien droite, j'ai senti qu'elle voulait me dire quelque chose ou alors qu'elle voulait me faire part de quelque chose. Mais quoi, je ne savais pas. Elle a alors dirigé le cutter dont elle avait sorti toute la lame. J'ai regardé cette lame se diriger vers là où je croyais qu'elle se dirigeait. C'était bel et bien son cou et cette femme allait mourir décemment devant moi. Une mort décente, elle allait mourir devant moi. Elle a pris le cutter et elle a sorti toute la lame. Elle a même sorti la lame du cutter. Quand je l'ai regardée, et que la lame était entièrement sortie, elle l'a retirée avec la paume de ses mains. D'une main, elle saignait, parce qu'elle avait une entaille dans la paume de la main. Parce qu'elle avait une entaille dans la paume de la main et dans la main. Peut-être voire même sur le dos de la main, elle saignait. Et c'est là qu'elle avait pris le canif avec lequel j'avais ouvert les boîtes. Le cutter avait été laissé par terre, et elle s'est égorgée devant moi. Son sang est tombé par terre. Effrayé, je l'ai regardé criant non dans ma chambre. Je me suis abaissé sur le sol. Genoux à terre, paume par terre, le sol était froid. J'ai marché sur le côté, et elle est partie. La fenêtre était ouverte. Elle s'est ouverte derrière moi, la fenêtre, et s'est refermée. Après s'être refermée, il n'y avait plus la dame au-dessus. Je ne la connaissais pas. Elle avait brandi un masque qu'elle avait pris. Elle avait brandi ce masque qu'elle avait pris, qu'elle avait mis devant son visage avant de s'égorger devant moi. Les paumes par terre, les mains par terre écartées. Je m'avançais lentement, lentement vers la planche Ouija sur le côté dans un coin de la pièce. Et je regardais alors le sang qui était tombé par terre, mais il n'y avait rien, mis à part une petite trace rouge, une petite tache rouge qu'il y avait sur le sol, le plancher. Mis à part cette petite tache, cette petite auréole de sang qu'il y avait sur le plancher, mis à part ça, il n'y avait rien d'autre. Je pensais clairement retrouver du sang sec, ou alors je pensais peut-être la retrouver sèche, morte par terre depuis longtemps. Je pensais la retrouver sèche, morte par terre depuis longtemps, ou alors je pensais peut-être retrouver son corps, ou encore peut-être un alliage de métal, peut-être une lame, la lame qu'il y avait dans le cutter, ou alors peut-être que j'allais retrouver du sang frais, ou alors une auréole sèche, de sang rouge, et c'est ce que j'ai retrouvé finalement. Finalement, c'est ce que j'ai retrouvé. Et en face de la fenêtre, elle s'est fermée juste devant moi, quand j'ai regardé le loquet. Quand j'ai regardé le loquet, la fermeture de la fenêtre, en fait, c'était une croix qui s'était mise à l'envers, et la fenêtre s'était fermée sévèrement. Un courant d'air restait à l'intérieur de la chambre pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il disparaisse et que la fenêtre se réouvre et se referme. Pour le ciel qui est noir, une offrande. Une offrande pour le ciel qui est noir. Je vais dans la forêt. Je traîne une biche par les pattes que j'ai assassinée. J'ai assassiné une biche en la traînant par les pattes. C'est une offrande pour le ciel noir, ciel qui n'apparaît que très peu. Il est apparu après le phénomène du ciel rouge. Je traîne alors cette biche jusqu'à un seau en métal que j'avais laissé. J'avais laissé ce seau en métal juste en dessous d'un arbre, pensant qu'il resterait là. Il y est resté. Mais de l'eau de pluie s'est écoulée depuis quelques jours, cela fait 4 jours que le ciel rouge est passé. De l'eau de pluie s'est écoulée à l'intérieur. Je récupère l'eau de pluie et finalement je la verse sur les racines d'un arbre derrière moi. Je garde le seau vide et à l'intérieur il y a encore de l'eau, légèrement. Sur les côtés accrochés aux parois il y a de l'eau. Je prends la biche par les pattes. Tout d'abord, je l'apprivoise. Je la caresse, mais je la regarde avec un regard noir.
Je la regarde avec un regard noir, je l'apprivoise et je la caresse, en passant ma main sur son poil. En passant ma main sur son poil, je la caresse, je l'apprivoise, et je lui parle à l'oreille. Je lui parle de choses que j'ai vécues, de choses que je ressens, de mes sentiments. Elle commence à se calmer et elle s'effondre de fatigue. Petit à petit, elle s'effondre de fatigue, je la caresse et je lui parle comme si je la domptais, ou alors peut-être comme si je lui parlais. Elle commence à se redresser, à mettre ses jambes en dessous de son buste, en dessous de son corps. En dessous de son corps, elle met ses jambes, en dessous de ses pattes, il y a la terre et il y a des racines. Elle s'assied en dessous d'un arbre, et là, d'un coup brusque, je saisis le couteau et je l'égorge. D'un coup brusque, je saisis le couteau par terre, je l'égorge et je la prends. Je la pends par les pattes arrière, par la queue, et je vide son sang. Je vide son sang à l'intérieur du seau, et j'attends que ça s'écoule. Et comme si ça me prenait d'une seule fois, j'ai le regard d'une personne qui pouvait être sadique. Comme si ça me prenait d'une seule fois, j'ai le regard d'une personne qui pouvait être sadique, passant mes mains dans le sang qui s'écoule dedans à l'intérieur. Dedans à l'intérieur, le sang qui s'écoule et qui se remplit en masse et qui monte de plus en plus. Je passe mes mains dedans, je monte et je regarde. Je regarde le bout de mes doigts, mon index, mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire que je plante. Je plante alors mes doigts couverts de sang, mon index, mon majeur, mon auriculaire. Je les plante tous dans la terre, avec le sang de la biche sur les mains. Et là je continue à la vider de son sang, et je fais de même avec l'autre main. Mon index, mon pouce, mon majeur, mon auriculaire, toute ma main, que je plonge dans le sang. Je regarde le sang se verser sur la paume de ma main délicatement en une goutte et en quelques traces de 3 gouttes qui, à partir de mon poignet, plongent sur mon avant-bras. Je mets ma main et mon bras, l'avant-bras et tout mon bras, sur le sol, dans la terre. Je commence à laver mes bras avec la terre noire, comme si j'essayais de mélanger la terre au sang qu'il y avait sur mes mains, sur mes doigts et sur la paume de mes mains, ainsi que sur le dos de mes mains. Je commence à essayer de me laver les mains avec la terre. Et là, je commence à faire des grumeaux avec la terre, avec le sang. Avec le sang, avec la terre, je fais des grumeaux et je me lave les mains. Je regarde cette biche se vider de son sang. Apparaît derrière moi alors quelqu'un qui me regarde, qui me demande ce que je fais. Je dis que je ne fais rien, mais quand je me retourne face à l'arbre, 2 mains me saisissent par le cou. Quand je me retourne face à l'arbre, 2 mains me saisissent par le cou et par la nuque, me tiennent les épaules et me tiennent la nuque. Fermement, il me tient à la nuque et commence à m'étrangler. Je ne respire plus, je n'arrive plus à respirer. Ces mains qui m'ont saisi par la nuque, qui me saisissent le cou et qui m'étranglent, font en sorte que je ne peux plus respirer. Il me serre la trachée, il me serre les poumons. Et là, quand il desserre ses mains, je vois que j'ai des traces sur le cou, des traces de mains sur le cou. J'ai mal et je sens encore les 2 mains de cette personne contre mon cou, qui m'a saisi la trachée et qui m'a serré comme si je ne pouvais plus respirer. Je me retourne et contre l'arbre en dessous duquel j'avais mis le seau, il y a un visage de dessiné dans l'écorce. J'ai peur, je pars en courant et je laisse la biche abandonnée là. Je n'ai pas terminé le rite, que va-t-il se passer, je ne sais pas. Dans la forêt sombre et noire. Dans la forêt sombre et noire, il y avait les policiers qui cherchaient en vain à la retrouver. Ils cherchaient en vain à la retrouver et les policiers cherchaient, toujours et encore. Mais au-delà de ça, je savais que derrière la forêt, il y avait une réponse. Elle était partie et elle marchait encore. Je sentais sa présence. Je sentais sa présence, elle était partie, elle marchait encore. C'est comme si dans la forêt j'entendais sa respiration. Quand on est arrivé, quand on est arrivé au lac avec la police, j'ai essayé de les persuader qu'elles étaient encore en vie. Mais tout le monde n'arrêtait pas de dire qu'elle était morte. Juste autour du lac, il y avait ce bâtiment abandonné. Autour du lac, il y avait ce bâtiment abandonné. Et moi, quand je l'ai regardé, finalement, je ne me suis pas dit qu'elle était là. Je me suis dit que quoi qu'elle fasse, parce que je la connaissais. Je connaissais cette fille, très bien.
Très bien, je la connaissais. Elle s'appelait Alice, je la connaissais. Mieux que personne d'ailleurs, je n'étais pas la seule à la connaître. Je n'étais pas le seul, je n'étais pas la seule. Tout le monde la connaissait à peu près. Alice était une personne très cachottière, qui avait beaucoup de secrets. Elle n'aimait pas se montrer en public, et c'est tout ce qu'on savait d'elle à peu près. Généralement, on savait qu'Alice ne sortait pas beaucoup de chez elle. Elle restait seule et n'avait pas d'amis. Pas clairement. Elle n'avait pas clairement d'amis, personne ne l'approchait de très près pour pouvoir la connaître. Elle répétait sans cesse cette phrase, « Ne t'approche plus, ne t'approche plus », ou alors parfois « Ne t'approche pas ». Elle répétait cette phrase, « Ne t'approche plus, ne t'approche pas, ne viens pas près de moi ». On savait qu'elle voulait être seule, on savait qu'elle n'avait pas d'amis. Mais quand bien même la chercher, Alice était importante pour le village. On a continué à la chercher et finalement, on ne l'a jamais trouvée, mis à part une ceinture accrochée à une branche proche des ferrailles, là où il y avait cette maison abandonnée. Proche des ferrailles, là où il y avait cette maison abandonnée, là où il y avait cette station-service, eh bien on a trouvé plusieurs ceintures d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une seule ceinture que nous avons trouvée, c'est plusieurs ceintures, une lampe de poche et des vêtements sales. Plus loin, un policier m'a dit « Figurez-vous que j'ai trouvé des vêtements sales ». Moi, j'étais un peu plus loin, proche de la ferraille qui était juste à côté, appuyée contre l'un des murs de la maison abandonnée. Il y avait cet arbre aussi sur lequel on a trouvé la ceinture accrochée. C'est la première ceinture qu'on a trouvée. On l'a ramenée un peu plus près du village, on l'a ramenée à la limite de la forêt. On a ramené cette ceinture qu'on a mis là, en signe d'hommage peut-être à Alice. C'était en signe d'hommage à Alice. On l'a mis entre la forêt, entre la limite de la forêt. Et on l'a mis aussi entre la limite qui séparait la forêt, entre le chemin qui s'enfonçait dans la forêt. Il y avait beaucoup de chemins, ce n'était qu'un cul-de-sac. C'était une ville qui avait été renfermée. Il y avait des barrières tout autour. Tout autour, des barrières de bois, de béton et d'autres matières avaient été faites. Il y avait une barrière de béton, il y avait une barrière en bois, une barrière en autre matière, en autres matériaux, tel qu'aussi un matériau électrifié. Il y avait un matériau électrifié, un matériau en bois, un matériau en métal, et il y avait un grillage tout autour de tous ces matériaux qui formaient une grande muraille tout autour. Tout autour, il y avait cette grande muraille de matériaux, du bois, du plastique, des métaux abandonnés. Du métal et des métaux abandonnés. Il y avait aussi même une grille qui avait été forgée à même le sol, qui avait été enfoncée. Des pics et des pieux qui avaient été mis à même le sol, qui avaient été enfoncés, sur lesquels il y avait des torches pour pouvoir éclairer la nuit. C'était un peu une ville moderne, mais quand même un peu moyenâgeuse. Tout de même, on recherchait Alice, on la recherchait encore. Mais elle n'était jamais là, et quand on a franchi le portail qui était un ancien pont, finalement c'est au travers de cette grand barrage, c'est au travers de ce grand barrage, de cette grande muraille qu'on a mis les ceintures qu'on avait retrouvées, pensant qu'elles s'étaient pendues. Un jour, le barrage s'est ouvert, la porte s'est ouverte, le pont s'est ouvert. Et la personne qui l'a franchi, c'était Alice. On s'est demandé alors tous pourquoi est-ce qu'elle était partie, comment, allait-elle nous expliquer, mais elle ne parlait plus. 5 personnes et 16 enfants. 6 familles et 18 personnes ont essayé de lui parler. 94 personnes de l'extérieur ont voulu lui poser des questions, mais jamais elle n'a répondu. Avait-elle fait vœu de silence? Était-elle partie dans un monastère? Avait-elle traversé la forêt pour pouvoir rejoindre peut-être la nature et arrêter de parler? Personne ne savait rien. Rien de son séjour ou de son périple dans la forêt. Devant la maison vide avait été signé un bouquet de fleurs. Mais quand j'ai demandé à la police de le regarder, c'est surtout le médecin légiste qui en a confirmé que c'était des Atropa belladonna. J'ai regardé les fleurs attentivement et je les ai jetées par terre.
Une fois par terre, les fleurs, les Atropa belladonna, ont été reprises par le médecin légiste. Je l'ai vu s'accroupir par terre, regarder le bouquet de fleurs. Tout d'abord, il a pris un marteau qu'il y avait sur le côté. Il a pris ce marteau qu'il y avait sur le côté, a enfilé des gants pour ne pas laisser de traces. Quand il a enfilé les gants pour ne pas laisser de traces, des gants en latex bleu, je l'ai regardé faire son travail, et il a écrasé toutes les fleurs d'Atropa belladonna, les unes après les autres, écrasant les pistils et les fleurs, retirant les pétales, les unes après les autres, mettant ça dans un sac sous-scellé. Je l'ai regardé et je lui ai fait visiter la maison, même si c'était une maison vide. Il a alors regardé les pièces les unes après les autres. Quand je suis revenu le lendemain, la maison était remplie de bouquets d'Atropa belladonna. Je me suis demandé comment était-ce possible, mais quand je suis parti dans la forêt, il y avait une serre abandonnée. Il y avait une serre abandonnée dans la forêt, qui se trouvait juste à côté d'un grand chêne. Elle se trouvait à côté d'un grand chêne et à côté d'une maison détruite. Il n'y avait plus que les côtés des murs. Cette maison qui avait été détruite, il n'en restait plus que les côtés des murs, les rambardes des escaliers. Un escalier qui montait en hauteur, mais qui n'atteignait pas le plafond, qui n'atteignait pas le deuxième étage et encore moins le troisième. Cette maison détruite, il n'y avait que les forgerons qui pouvaient la reconstruire. Mais ils étaient tous morts, tous partis. Tous partis, tous morts ou tous quelque part. Il n'y avait qu'un maçon, un forgeron pour refaire cette maison à partir des restes qu'il y avait, c'est-à-dire les murs, les côtés qui avaient été détruits et qui avaient été laissés là. Derrière, juste derrière, il y avait cette serre dans laquelle il y avait des Atropa belladonna qui tombaient vers le bas et qui poussaient vers le haut. Vers le haut, vers le bas, elles poussaient, et je regardais ces Atropa belladonna s'accrocher comme un lierre ou s'accrocher comme des ronces aux parois, s'accrocher comme des ronces aux parois, s'accrocher comme un lierre ou s'accrocher comme une glycine, peut-être pas comme une glycine, mais il y en avait une à l'extérieur. Il y en avait une à l'extérieur, mais elle était déjà morte depuis longtemps, aussi longtemps que la serre est restée seule, là. Les Atropa belladonna, à l'intérieur, s'accrochèrent à toutes les parois possibles. La petite armoire en métal sur le côté sur lesquelles il y a les pots, sur lesquels il y a l'engrais, sur lesquels il y a tout ce dont il faut pour faire du jardinage. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai regardé les pots, les ustensiles, les pelles, les petites pelles. J'ai regardé les râteaux, j'ai regardé tout. Il y avait des râteaux, des pelles, il y avait des petites pelles et il y avait des petits ustensiles, tous différents, posés les uns à côté des autres, comme sur un étalage dans un magasin. Comme sur un étalage dans un magasin, ces petits ustensiles étaient posés les uns après les autres, les uns à côté des autres. Et il y avait une pelle sur le côté. Il y avait une massue, il y avait un marteau, et une boîte de clous, mais tous les clous étaient rouillés. Et à l'intérieur même de la boîte de clous, il y avait des moustiques morts, des mouches, des frelons, des abeilles, des guêpes. Il y avait des tans. Il y avait des tans, des abeilles, des guêpes, des frelons, et toutes sortes d'insectes à 3 pattes. Toutes sortes d'insectes à 3 pattes ou alors à 6 pattes. Peu importe, ils étaient tous là. Et je les ai regardés et je les ai retirés, leur corps était sec. Leur corps était sec, les mouches étaient sèches, les tans étaient secs. Tous. Je m'amusais à les prendre et je voyais qu'il y avait une fille à l'extérieur qui avait une mouche en main. Ce devait être une mouche car c'était très petit. Elle lui arrachait les ailes et lui retirait les pattes. Je comprenais maintenant pourquoi toutes les mouches, les tans, les guêpes, les abeilles et peut-être les autres volatiles n'avaient que 6 pattes. Et pourquoi est-ce que les insectes n'avaient que 3 pattes dans la boîte à clous? Je ne savais pas, mais ils avaient tous que 3 pattes dans la boîte à clous, retirées par cette petite fille qui a fini par ouvrir la porte derrière moi. Elle a pris une fleur d'Atropa belladonna et l'a mangée devant moi. Elle s'est enfuie dans les champs.
J'ai commencé à la chercher, mais quand cette fille s'est enfuie dans les champs, j'ai remarqué que ce n'était pas un champ comme les autres, c'était un champ de ronces. Plus je marchais, plus je m'aventurais dans les champs, plus j'avais le bas de mes jambes, plus j'avais mes pieds qui me faisaient mal, atrocement mal. Plus j'avais mes pieds qui me faisaient atrocement mal, plus je m'aventurais dans ces champs, plus je m'éloignais, plus je m'aventurais à l'intérieur, plus je marchais derrière cette fille et que je courais derrière. J'avais les paumes qui étaient en train d'être coupées par les aiguilles, coupées par les aiguilles et par les tiges qui poussaient le long de ce qu'il y avait dans le champ, c'est-à-dire les ronces qui me coupaient les paumes et qui me coupaient les pieds. J'avais les tibias qui étaient enflés, j'avais les tibias qui me faisaient mal, qui étaient coupés, qui étaient déchirés et arrachés par les aiguilles qu'il y avait sur les ronces. Mais je m'aventurais quand même à chercher cette fille qui était partie avec une fleur d'Atropa belladonna qu'elle avait mangée. Et plus je m'aventurais, plus j'avais mal. J'avais l'impression de marcher sur des lames de rasoir, mais au bout du compte, je me suis effondré par terre, pleurant tout le sang qui s'évadait des petites lacérations que j'avais sur les bras, sur les cuisses, sur les jambes, et surtout sur les chevilles, pleurant des petites coupures que j'avais. J'avais mal et je hurlais. Allongé par terre, j'ai fini par respirer une dernière fois, expirer et inspirer. Et quand j'ai fermé les yeux, c'était la nuit. Avais-je dormi là toute la nuit? Peut-être. J'ai entendu la fille se mettre devant moi. Quand elle m'a regardé, elle s'est abaissée et s'est mise au niveau de ma tête et m'a regardé. Je n'ai entendu qu'une seule chose. Je n'ai pas entendu sa voix, mais je n'ai entendu qu'une seule chose. Lorsqu'elle m'a regardé, cette petite fille a enlevé l'élastique qu'elle avait dans les cheveux. Elle me l'a rendu et a enlevé le deuxième qu'elle avait dans les cheveux. Ensuite, elle m'a donné son deuxième élastique. Je l'ai pris. Je suis resté par terre. J'avais mal. Je sentais que peut-être mes blessures étaient infectées. J'étais par terre et j'avais mal. Et elle s'est mise à côté de moi, regardant mes blessures et mes coupures, au niveau de ma tête, au niveau de mon visage, au niveau de mes yeux. Elle s'est mise par terre, sur les genoux, m'a regardé et m'a dit « C'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle est partie, ne se retournant même pas pour me regarder. Je regardais mes jambes et j'avais peur. J'étais effrayé. Je sentais qu'à l'intérieur de mon cœur, il y avait comme de l'effroi qui était en train de se former. Il y avait comme de l'effroi qui était en train de se former à l'intérieur de mon cœur. Mais je sentais aussi que tout autour de moi, il y avait peut-être quelque chose de difforme qui m'observait. Il y avait comme un espace difforme autour de moi qui était en train de m'observer. Je ne savais même pas si c'était quelque chose d'humain ou non. Et alors j'ai regardé mes jambes, soulevant la jupe qui était devenue noire à cause de la terre, soulevant la robe et la jupe qui étaient devenues noires à cause de la terre, je regardais mes jambes. Au travers de chaque petite coupure infime qui avait été faite par les ronces, étaient en train de rentrer des larves dans mes mains. Dans mes mains, posées par terre, je sentais quelque chose, comme si quelque chose me caressait à l'intérieur de la paume des mains. Ce n'était pas une sensation agréable, mais quand même, j'ai regardé mes mains, m'appuyant alors sur l'autre main qui n'avait aucune coupure. Je regardais ma main et il y avait entre les coupures que j'avais sur la paume des larves qui rentraient à l'intérieur. J'ai donc soulevé mes mains, et là j'ai regardé mes deux mains. L'une n'était pas blessée et l'une était couverte de larves. Quand j'ai senti ça et que j'ai vu qu'à l'intérieur de mes veines, il y en avait à l'intérieur, peut-être qu'elles buvaient le sang ou qu'elles étaient en train de ronger les parois de mes veines. Je ne savais absolument pas, mais j'ai soulevé ma jupe, ma robe qui était noire, couverte de terre. Et là je l'ai essuyée petit à petit. Et plus je l'essuyais avec un mouvement rapide de mes mains, plus il y avait des larves qui tombaient des lacérations et des coupures que j'avais sur les mains. J'ai donc regardé mes jambes
et sur chaque coupure que j'avais à mes jambes, que j'avais à mes cuisses, j'avais une déchirure qui avait été faite. Sur le côté de ma cuisse, il y avait une déchirure. Il y avait une déchirure et je regarde alors la déchirure. À l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais je sentais comme quelque chose qui me chatouillait. Je sentais comme quelque chose qui me chatouillait à l'intérieur de la déchirure que j'avais derrière. Je me suis alors assis par terre et ça a fait encore plus mal, comme si on faisait une pression sur la déchirure. Je me suis retourné, regardant mes jambes. Regardant mes jambes, c'est à mes poignets que j'ai vu qu'il y avait des larves à l'intérieur de mes veines qui étaient en train de descendre vers mes jambes. Sortant de mes jambes par chaque petite coupure, par la déchirure que j'avais en dessous de ma cuisse et par la déchirure que j'avais en dessous de mon autre cuisse, sortaient des larves de moustiques, et il y avait des moustiques qui rentraient, qui sortaient par les coupures, sortant ainsi par mon poignet qui avait été ouvert par une lacération. Avais-je un couteau quand j'étais en train de courir entre les blés? Quand j'étais en train de courir entre les blés, avais-je un couteau en main pour peut-être couper les ronces, pour peut-être couper les mauvaises herbes? Avais-je un couteau, mais je ne sais pas. Je regarde ensuite mes mains, mes jambes, mes pieds, et entre mes pieds il y a comme de la pourriture noire qui est en train de s'installer. Peut-être est-ce tout simplement de la terre recouverte d'eau, mais je regarde et j'ai l'impression que ça respire. C'est alors quelque chose qui doit être vivant. Ça doit être vivant et je regarde, c'est peut-être quelque chose de vivant, un insecte ou autre chose, et je regarde entre mon orteil et entre mes autres orteils et au bord de mon pied. Au bord de mon pied, sur la plante de mon pied et entre mes orteils, il y a quelque chose de noir, un insecte qui est en train de rogner le milieu. Là, je ne sais pas ce que c'est, tout de suite je suis effrayé et je regarde mes jambes sur lesquelles il y a plein de larves entre chaque coupure et des moustiques qui s'en vont et qui reviennent. Rentrant à l'intérieur, je sens le battement de leurs ailes à l'intérieur de mes veines. Je regarde le ciel et je m'installe contre la grange. Je prie durant des heures et des heures. Je prie durant des heures et des heures, mais je ne sens plus mes jambes. À l'intérieur, sûrement que les larves et les vers sont en train de se combattre pour un territoire. Je regarde mes pieds et mes orteils sont bleus, mauves. Cela veut dire que la circulation sanguine a disparu. Peut-être ont-ils fait un bouchon à l'intérieur de mes veines, et peut-être que le sang ne circule plus au niveau de mes pieds. Je rampe et je m'avance avec mes avant-bras et mes coudes. Avec mes avant-bras et mes coudes, je m'accroche au sol. Je rampe. Sur le côté, je vois un taureau mort. Il a été éventré et je me demande alors ce que je pourrais faire avec. Me servira-t-il? Et je regarde ce taureau qui est mort éventré par terre. Je prends ses cornes et je commence à essayer d'arracher une corne avec le couteau que j'ai en main. Car oui, j'avais un couteau. J'avais un couteau que j'ai retrouvé juste en dessous de ma jambe droite, après avoir remarqué qu'il y avait des vers et des larves à l'intérieur. Je prends alors ce couteau que j'avais avec moi, pour pouvoir peut-être couper ce qu'il y avait devant moi, c'est-à-dire les lierres, et c'est-à-dire les mauvaises herbes. Les lierres, les orties, les ronces, les mauvaises herbes, tout ce qu'il y avait devant moi pour pouvoir les couper. J'avais un couteau. Je prends ce couteau qui est un couteau de cuisine très bizarrement. Je ne suis que dans une grange, pas dans une ville. Je prends alors le couteau et je commence à tout couper. Je commence à éventrer le taureau qui est par terre, il est mort. Et c'est au niveau de sa tête que je m'accroche, car il ne réagit pas, il ne respire pas, je ne sens pas son cœur battre. Je n'ai pas pris la peine de prendre son pouls, mais j'arrache une de ses cornes. Au niveau de sa tête, je coupe au niveau de la corne et je la prends. Je commence avec la pointe de la corne à toucher mes jambes pour voir s'il y a un réflexe. Non. Je peux maintenant prendre en considération que le fait que mes jambes sont mortes. Je peux prendre en considération que maintenant mes jambes sont mortes et n'ont plus aucun réflexe. Je m'allonge par terre et je commence à pleurer, hurler. Mais je réussis à me souvenir d'une chose qu'on m'avait dite. Je réussis à me souvenir d'une chose qu'on m'avait dite. L'homme qui avait un élevage de taureaux m'avait dit que si jamais tu es seul dans la nature, la seule chose que tu pourrais faire pour te protéger, pour te réchauffer,
c'est d'éventrer une vache et de te cacher à l'intérieur. À l'intérieur de ce taureau, j'éventre alors l'intérieur. Je l'éventre lui, il est mort sur le côté. A-t-il été mangé par des loups? Je ne le sais encore pas. C'est encore une chose que j'ignore sur mon trajet. Et je rampe avec mes mains qui s'accrochent sur le sol, mes avant-bras. Mes avant-bras sur le sol, je sens que le sol est couvert de la rosée du matin, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est peut-être 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin. Je regarde et finalement, il est 3 heures du matin. Je n'en doutais pas mieux. Je n'en doutais pas mieux, je regarde, il est 3 heures du matin, je me cache à l'intérieur après l'avoir éventré. Je passe un lierre que j'ai décroché. J'ai décroché un lierre d'un des murs de la rambarde de la grange. De la rambarde de la grange, de l'escalier de l'intérieur, il y a un lierre qui a poussé de l'escalier qu'il y a à l'extérieur, car oui, il y a un escalier à l'extérieur. Il y a un escalier à l'extérieur qui ne mène nulle part, et dessus a poussé un lierre qui est énorme, qui s'est alors allongé sur le mur. Je le défais de ses racines et je le prends comme protection. Je le passe comme couverture au-dessus du taureau qui a été éventré par moi-même. Je prends le couteau et je me cache à l'intérieur. J'en sors les tripes et je sens qu'il y a de la chaleur à l'intérieur. Seulement je ne remarque pas tout de suite qu'il y a un bras qui tombe sur le côté. Je me demande à qui il appartient. Une fois à l'intérieur, je vois le cadavre de Alice qui était partie jouer à Ougia dans la forêt. Je l'ai trouvée seule, mais comment ai-je pu la trouver à l'intérieur d'un taureau? Exactement, personne n'aurait pu la trouver là. C'est bien pour ça qu'elle s'est cachée à l'intérieur d'un taureau. Je prends conscience que maintenant Alice voulait vraiment être seule. Mais mourir dans un taureau, mourir à l'intérieur de l'odeur des tripes, mourir à l'intérieur de l'odeur du sang, mourir à l'intérieur de la putréfaction d'un animal, comment voudrait-on être aussi seul que ça? Alice voulait simplement jouer à Ougia. Là, je me retourne et je vois son regard qui regarde à l'extérieur comme s'il y avait encore quelque chose qui me poursuivait. J'avance dans la forêt. Je tiens ma lampe de poche droite devant moi. Mais je ne tiens pas compte de ce qu'il y a autour de moi. Je regarde alors la forêt. Mais par contre, je sais qu'il y a quelque chose qui me suit. Je sais qu'il y a quelque chose qui rampe. Je sais qu'il y a quelque chose qui rampe derrière moi qui me suit. Je me lève et j'ai beau avoir des larves dans les veines, je réussis à marcher. À ce moment-là, je réfléchis et je me demande si je suis peut-être morte. Comment pourrais-je me lever alors que j'ai des larves dans les veines? Je me maintiens de temps en temps pour pouvoir me reposer contre un arbre ou contre une branche qui est en train de tomber, peut-être contre une racine quand je suis au sol. Mais je sens que quelque chose avance derrière moi. Il avance plus vite que moi quand j'étais en train de ramper sur le sol. Il s'approche à pas pas, il s'approche de moi, pas à pas. Je l'entends venir, de plus en plus proche. Et quand je passe la rivière, j'entends que l'eau bouge différemment que le courant. J'entends que l'eau bouge différemment que le courant, j'entends qu'elle arrive de plus en plus proche. Et cette chose qui rampe derrière moi, qui avance plus vite que moi lorsque je rampais, que je ne sentais plus mes jambes. Je sais qu'elle n'est pas là pour venir me saluer. Je sais qu'elle est là pour venir m'envahir. Je sais que c'est un imposteur. Je sais qu'elle ment. Je sais que c'est un suppôt de Satan. Je sais qu'elle est là et qu'elle n'attend que une seule chose, que je me mette contre un arbre. Je sais qu'elle n'attend qu'une seule chose, ce suppôt de Satan n'attend qu'une seule chose, que je me mette contre un arbre, que je réfléchisse et que je prenne compte de la situation, que je commence à réfléchir ou alors que je me repose. Mais cette chose derrière, cette entité, cette identité peut-être, a-t-elle une identité? Je ne sais pas, mais elle me poursuit. Par contre, ça ne peut pas être le cadavre que j'ai vu. Ça ne peut pas être Alice, car je sais que Alice est restée dans le taureau. Je sais que Alice est restée dans le taureau. Je sais qu'elle voulait jouer à Ougia. D'ailleurs, quand j'ai vu son cadavre, j'ai vu que c'est derrière elle que la planche Ougia se trouvait. Je l'ai récupérée et je marche dans la forêt avec la planche Ougia que je tiens dans mes mains. Heureusement, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté pendant quelques minutes. Le suppôt que j'ai derrière moi, le suppôt de Satan, le mal en personne, le diable, ne fait que me suivre. Il passe entre les racines,
il passe derrière les arbres, il passe dans les rivières, il passe dans les courants, et il respire au travers le vent. Et moi, quand je cherche avec la lampe de poche, avec la torche qui va plus loin que la lumière que je pense qu'elle irait plus loin que ce que je pensais moi, finalement, je cherche, et je sais qu'il est dans le vent car je l'entends respirer, je l'entends hurler. J'entends surtout les hurlements de Alice qui est morte. J'ai vu son cadavre. Je sais qu'elle est morte. Mais j'entends ces hurlements et je vois surtout que partout autour de moi, je vois d'autres lampes de poche, d'autres lampes torches, comme des personnes qui cherchent Alice, comme moi. J'entends leurs cris. J'entends leurs cris. J'entends qu'ils disent Alice, 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 par répétition de 3 fois. Toujours à dire Alice, Alice, Alice. Par coup de 3 fois, je l'entends dire chercher Alice et crier son nom. Et moi, je n'entends que les respirations de cette chose qui derrière moi me suit. Mais j'entends Alice, Alice, ou encore Alice, très brièvement ou alors rallongé. Alice, me dit-elle. Et là, j'entends la voix d'un homme juste derrière moi, charger son fusil, presser la détente, et j'entends le coup de feu comme s'il avait tiré juste au bord de la plante de mon pied sur le sol. Je pars en courant car j'ai peur, je pense qu'elle est derrière moi, cette chose qui rampe, je pense qu'elle est derrière moi. Je pars en courant et je continue à entendre les personnes qui hurlent Alice. Je ne les trouve pas, je ne trouve même pas la lumière de leur lampe de poche. J'ai parfois même l'impression que ce pourrait être moi que je poursuis toute seule, car c'est une personne qui rampe comme moi je l'ai fait, qui rampe mais peut-être un peu plus vite, et les personnes qui crient Alice crient exactement de la même manière que moi, exactement comme je l'aurais fait pour la chercher. Mais les personnes qui n'ont pas trouvé le cadavre, ce ne sont pas moi, alors j'ai quand même des doutes et des soupçons. J'ai quand même des doutes et des soupçons, car les personnes qui cherchent les cadavres, ce ne sont pas moi, mais ils réfléchissent comme moi, ils parlent comme moi. Alors quand est-ce que je pourrai trouver Alice pour de vrai? Je suis à 13 759 km d'une maison. J'ai beau essayer de comprendre, mais je suis à 13 759 mètres d'une maison. Kilomètres. Je pense pouvoir marcher jusque-là, mais je n'en ai aucune chance. Poursuivi par quelque chose qui rampe derrière moi, exactement comme moi, entendant des voix qui cherchent Alice exactement comme je l'aurais cherchée. Je l'ai déjà trouvée et pourtant je m'obstine à la trouver, à la rechercher une nouvelle fois. Je ne sais pas pourquoi je suis dans la forêt. Il est 5h37. Il est 5h37 et je cherche encore une fois à parler d'Alice, à la chercher, à la trouver, à pouvoir trouver son corps, je cherche encore, mais pourtant, alors que je cherche, j'arrive devant une maison. Je fais le premier pas dans la propriété. Lorsque je fais le premier pas dans la propriété, la porte s'ouvre. Mes derniers souvenirs, la dernière fois que je suis venu là, c'était il y a longtemps, mais la dernière fois la porte était fermée. Mes derniers souvenirs de cette maison, c'était une maison abandonnée dans la forêt, à 13 500 km. Mais là, elle est à 7 500 km, comme si la maison s'était déplacée. Comme si la maison s'était déplacée, elle est à 13 759 km. Je ne sais pas combien j'ai fait de pas depuis que j'ai rampé et que je me suis relevé dans la forêt. Je ne sais pas combien non plus j'en ai fait depuis que j'ai trouvé le cadavre, car peut-on considérer le fait qu'on rampe comme des pas? Je m'accroche à la vie, et j'essaye pourtant de surmonter les épreuves, et quand j'arrive dans la propriété, je fais le premier pas à l'intérieur. À l'intérieur de la maison, il y a tout d'abord une porte qui s'ouvre. Il fait noir, il fait très noir. Il n'y a même pas de lampe, seulement un lustre qui est posé au 2e étage tout en haut. Il n'est pas accroché, il est posé au 2e étage, au bord de l'escalier, comme si quelqu'un était prêt à le pousser pour qu'il tombe de l'escalier et qu'il dévale les marches et arrive juste contre la personne qui ouvrirait la porte.
Il est posé au deuxième étage et je vois la rambarde qui est fissurée, comme si le lustre qui avait été accroché avait déjà fissuré la rambarde de l'escalier et était déjà tombé presque sur une personne, mais je ne vois aucun corps à l'intérieur, mais je m'obstine à rentrer. Tout d'abord, il y a un sas avant de rentrer pour de bon dans la maison. Une porte qui s'ouvre, sans que je puisse mettre la main sur la poignée, et une deuxième qui s'ouvre avec un courant d'air, le courant d'air qui sort de la forêt. Je ferme la porte et cette chose qui rampe est juste derrière. Elle force la porte et elle essaye de rentrer. Moi, pourtant, j'essaye de la retenir et elle n'essaye pas de rentrer après quelques minutes. Après 3 minutes 20, après 3 minutes 20, 22, 27, 24, 29. J'arrive donc à 4 minutes plus tard, et elle a arrêté de forcer la porte. Là, je m'assieds contre et je respire, et sur un fauteuil, figé comme si elle me regardait d'un air satisfait, je vois Alice. Je vois Alice me regarder d'un air satisfait, comme si dans ses yeux il était écrit « Tu m'as tué ». Elle me regarde, et elle est assise sur le fauteuil. Elle ne dit rien, ou même quand elle parle, il n'y a pas de son. Là, je m'avance vers elle, et elle se lève. Elle s'avance vers moi, je me recule. Je trébuche sur une racine qui est passée au-dessus du plancher. Je trébuche sur cette racine qui est passée au-dessus du plancher et qui a fissuré le plancher. Je soulève la planche et elle s'arrête au milieu de là où j'ai trébuché. Quand elle disparaît et que j'essaye de la prendre dans mes bras. Quand elle disparaît là où j'essaye de la prendre dans mes bras, je soulève la planche là où il y a la racine. Et juste en dessous, il y a une boîte avec des diaporamas. Et cette boîte avec des diaporamas, je les regarde. Ce ne sont que des photos de ce fauteuil pris sous différents angles. Ce ne sont que des photos de ce fauteuil pris sous différents angles. Je les passe alors à la fumée noire qui sort de la cheminée. Je secoue comme avec une plume pour disperser de la sauge à travers la pièce. Comme pour disperser de la sauge à travers la pièce. Comme avec une plume, je fais de grands gestes vers le haut. Mais là, c'est avec la photo que je le fais. Je fais de grands gestes vers le haut, dispersant alors la fumée en volute juste autour, et j'aperçois qu'un corps se dessine, une silhouette, toujours assise à la même place, sur le fauteuil, qu'importe l'emplacement par lequel on a pris la photo. Là, au sens propre comme au figuré. Je me mets devant elle, et c'est au sens propre comme au figuré que je mets de la musique. Je mets de la musique, et là j'entends des pas, juste au-dessus de moi. Mais je ne suis pas impressionné, cette maison est déjà hantée depuis le début. Cette maison est déjà hantée depuis le début, je ne suis pas impressionné, alors j'entends de la musique. Un enregistrement qui est en cours, en même temps qu'une voix. En même temps qu'une voix qui est chantée par une femme. En même temps qu'un enregistrement qui est en cours. Une discussion entre un homme, entre sa fille et sa femme, parlant de déménagement. Parlant d'aménager une maison. En même temps que l'enregistrement, cette voix qui est chantée par la femme, cette musique qu'il y a autour. Je déplie une chaise et je m'installe. Quand je déplie la chaise, je m'installe juste en face du fauteuil. Je lui parle et je m'adresse à elle. Soudain, passant la nuit ici, je vois qu'il y a une ombre très légère, mais tout de même une ombre. Elle n'est pas si sombre que ça. Mais je peux sentir qu'au travers cette ombre qui n'est pas si légère que ça, quelqu'un me regarde. Je pose la question alors, car je n'ai pas de honte à la poser. C'était une amie. Et je lui demande si c'est Alice. L'ombre se tourne vers le soleil. L'ombre se tourne vers le soleil. Je la vois à la fenêtre, cette ombre qui s'est mise devant la fenêtre. Elle n'a pas répondu. Je demande encore une fois, es-tu Alice? Elle ne répond pas. L'ombre revient s'asseoir en face de moi. Je commence à me poser des questions, je vais au deuxième étage. J'essaye d'enjamber le lustre, mais il est trop grand.
J'essaye d'enjamber le lustre. Trop grand pour moi, je l'entends tomber derrière moi. L'ombre est juste en dessous de l'escalier. Je crie alors attention, comme si j'avais peur que ça lui passe au travers. Comme si j'avais peur, mais je savais que ça lui passe au travers. Mais comme si j'avais peur que ça lui arrive. Là, ça lui tombe dessus. Là, ça lui tombe dessus. Et j'ai tout d'abord crié comme si j'avais peur que ça lui passe au travers, que ça lui arrive dessus. Mais c'est une ombre. Je continue à marcher dans les couloirs et une porte s'ouvre à moi, tout au fond. Tout au fond, une porte s'ouvre. Je la regarde. Je la regarde pendant 1 heure, une demi-heure. Je m'assieds par terre. La porte derrière moi. La fenêtre à côté. L'autre fenêtre et la troisième fenêtre avec les rideaux. Des rideaux blancs. Blancs voire peut-être un peu pâles. Gris un peu pâle, rose un peu pâle. Ils s'ouvrent. Ils s'étirent comme si quelqu'un les étirait. Je vois qu'il y a une poignée de mains serrées contre les rideaux qui étirent les rideaux, comme une personne qui se lèverait le matin. Et là, à ce moment donné, je me dis que Alice est ici. Je me dis que Alice est ici, et que cette ombre, c'est peut-être elle qui me pousse à aller en haut. Je remarque un lit. Je remarque un lit sur lequel il y a un cadavre dans un linceul blanc qui a été renfermé par du scotch. Il y a 4 scotch qui font le tour de ce linceul blanc, qu'ils le renferment dans un plastique blanc. Sur le côté, il y en a un dans un linceul de morgue, un linceul noir avec une tirette. Je le regarde, je me dis que celui-là doit être plus récent. Il date peut-être de moins longtemps. Je regarde le premier et j'ouvre, je défais les 4 scotch et je regarde alors le plastique blanc s'ouvrir. Le corps est en décomposition. Je vois qu'il y a un trou dans la joue et des larves sur le côté. Il y a des larves tout autour qui sont en train de ronger son dos. Sa langue est déchirée par des insectes qui sont en train de la manger. Et je vois que sur le côté de la joue, son visage, ses pommettes et ses fossettes sont en train d'être détruites, rongées et rognées. Je regarde alors ses dents qui sont tombées, avec une tenaille qu'elle a en main, une clé anglaise, ainsi qu'un tournevis. Une tenaille, une clé anglaise et un tournevis qu'elle a en main. L'autre a un marteau, juste sur lui, comme s'il le tenait en forme de réceptacle. Comme s'il le tenait en forme de réceptacle dans ses mains. Il est allongé sur le dos. Et je vois qu'il y a du talc sur les cadavres et je me rappelle alors que c'est pour ralentir la décomposition. Je me rappelle que c'est pour ralentir la décomposition. Et quand je sors, il y a une fleur juste devant. Est-ce peut-être pour rendre hommage à ces personnes? Étais-je censé les connaître? Je ne sais pas. Étais-je censé les connaître? Étais-je censé venir déposer une fleur? Peut-être que c'est Alice qui m'a poussé à faire ça. Je sors et les portes s'ouvrent en bas, les 4 portes. Celles de l'extérieur, de derrière, de devant et du jardin. Par ici, je sais où aller. Étouffé et estomaqué par l'odeur cadavérique. Il n'y avait que devant, en bas, dans la pièce d'en bas. Il n'y avait que devant, en bas, dans la pièce d'en bas. Étouffé et estomaqué par cette pièce, je me sentais oppressé, observé par les fenêtres. Observé par les fenêtres, estomaqué. J'en avais mal au ventre. J'avais l'impression de monter des escaliers, en même temps que l'on détruisait la maison. J'avais l'impression de monter les escaliers en même temps que l'on détruisait la maison. J'avais l'impression de marcher sur des marches qui n'existaient plus, d'être à un étage qui n'était plus à son avantage. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. En bas, il y avait les escaliers qui étaient aussi fragiles que ceux d'en haut. J'avais l'impression de franchir des marches qui n'existaient presque plus. J'avais l'impression de franchir des marches qui n'existaient plus, de passer des portes qui n'en étaient plus une. J'avais l'impression de passer en dessous d'une maison qui était déjà détruite au-dessus. Le 2e étage, pour moi, n'était plus que des gravats et des briques détruites.
Cette maison dans la forêt était pourtant celle de Alice, mais je n'avais l'impression que ce n'était plus qu'un reste de murs, de gravats et de portes détruites. Estomaqué par cette douleur qu'il y avait dans cette maison, étouffé par la peur. J'en avais peur, j'en avais mal au ventre. Estomaqué par tout ça, j'ai vu l'ombre de cette femme, faite de lueur du soleil palpable, faite d'une lueur du soleil palpable, faite de poussière et de grains de sable qui flottaient dans l'air, faite de grains de sable, de poussière palpable. Elle est partie dans la forêt, traçant son chemin juste devant moi, me faisant signe en se retournant de la suivre. Je l'ai suivie, mais finalement tout ce qui s'est passé, c'est simplement que je l'ai vue partir. Je l'ai vue partir et elle m'a suivi dans la forêt aussi. Je voyais de loin alors je voyais de loin la maison, écroulée, effondrée. Je la voyais s'écrouler brique après brique, et je la voyais partir en ruine, escalier après escalier. Pour moi, ce n'était même plus un deuxième étage, ce n'était qu'une porte, surélevée par un mur. Ce n'était qu'une porte qui était tenue par un mur, et ce n'était qu'un amas de briques les uns sur les autres. Les escaliers, eux, ne me faisaient pas peur. Les escaliers ne me faisaient pas peur, mais les grimper, c'était terrifiant. Une fois dessus, on a l'impression que tout va s'effondrer. Une fois en haut, on a l'impression que tout est effondré. En bas de l'escalier, on a peur de monter dessus, peur de gravir les marches les unes après les autres. C'est comme gravir les échelons, sauf que l'on a peur de le faire. Là, cette maison, j'ai su tout de suite qu'elle n'était pas protectrice. Elle n'était que de malheur, d'angoisse et d'effroi. Elle n'était que de malheur, d'angoisse et d'effroi quand je me suis approché de cette maison. Mais plus je m'en éloignais, plus je me sentais bien. L'angoisse, la peur et l'effroi, surtout le froid que j'avais dans le cœur et dans le bas-ventre, le nœud que j'avais au ventre et le mal de tête, le mal de ventre et la lourdeur que j'avais en moi a disparu, plus je m'en éloignais. Et tout cela en regardant la maison s'effondrer, l'escalier sur le côté qui est tombé, se détruisant marche après marche. Je regardais le bois pourri que j'entendais se fissurer au loin, et la femme, faite de lueurs palpables, venant du soleil. Venant du soleil, la femme faite de lueurs palpables et faite de poussière et de grains de sable m'a regardé. Elle est partie dans la forêt. Et au moment où je me suis arrêté contre un arbre, je ne l'ai plus vue. Mais c'est seulement après que j'ai remarqué qu'elle était de l'autre côté. Elle était de l'autre côté de la rive. Elle m'attendait. Il y avait un pont qui était aussi crédible que la maison derrière moi. Il me faisait peur. Encore une fois, j'étais estomaqué par la peur. J'avais peur, j'avais froid. J'avais une sensibilité sans faille qui faisait de moi une proie facile. J'avais une sensibilité sans faille qui faisait de moi une proie facile. Alors une fois sur ce pont, j'avais l'impression d'être encore dans la maison. J'avais l'impression de tourner en rond dans les couloirs. J'avais l'impression de passer des portes qui n'en étaient plus. J'avais l'impression de descendre des escaliers. Au deuxième étage, j'avais l'impression que les murs n'existaient plus. Sur ce pont, c'était pareil. J'avais l'impression que j'allais tomber dans l'eau. Chaque marche ne me rassurait pas. Chaque planche de bois qu'il y avait sur le côté, chaque charpie qu'il y avait à côté en bois ne me rassurait pas. Elle tremblait et elle grinçait. Il y avait ce crissement derrière moi.
Ce crispement était derrière moi et chaque charpie qu'il y avait en bois, chaque charpente. Tout autour de moi, il y avait des animaux morts. En faisant de la charpie, je les regardais, je les étranglais, je les étouffais. Je les étouffais avec une liane de fer que je passais autour de leur cou. Comme ça, j'obtenais de la nourriture et peut-être un corps chaud dans lequel me réfugier. Mais à l'intérieur, j'en faisais de la charpie. J'enlevais leurs organes que je jetais dans une fosse. Je jetais leurs organes dans une fosse et je me cachais à l'intérieur d'animaux que je trouvais. Ça pouvait être de temps en temps des animaux comme par exemple des phacochères ou ça pouvait être encore parfois même un ours à l'intérieur duquel j'ai jeté tous ses organes et ses tripes dans une fosse, un puits fermé à l'intérieur duquel l'eau est très certainement devenue rouge intense à l'intérieur. J'aurais voulu voir le rouge intense de l'eau et les tripes de cet animal flotter. J'aurais voulu voir les tripes de cet animal flotter. J'aurais voulu voir la planche rougir répondre à cette question. J'aurais voulu voir le sang intense mélangé à l'eau. J'aurais voulu voir le passage s'effondrer entre mes pieds, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir car j'avais peur. Et la femme m'attendait de l'autre côté, il fallait que je me dépêche. J'entendais le vent. J'entendais le vent crisper et s'efforcer à me faire passer un message. Je cherchais Alice, mais je ne la trouvais pas, même pas dans les corps, même pas dans les puits, et encore moins dans la maison. Je suivais cette femme faite de poussière palpable et faite de sable qui avançait. J'avais beau me demander et me poser plein de questions. Je me posais plein de questions envers elle. J'avais beau en avoir plein. J'avais beau essayer de lui poser des questions, mais la seule chose qu'elle savait faire, c'était me regarder, douter de moi, m'offrir le bénéfice du doute, et parfois se retourner de trois quarts, gardant sa position actuelle, me tendre la main et me dire de continuer. C'était la seule chose qu'elle savait faire. Moi, pendant ce temps-là, je la suivais, j'étais derrière. Je voyais que la forêt n'avait pas l'air comme d'habitude. Plus on avançait dans la forêt, plus j'avais l'impression que les arbres, les troncs des arbres, les branches, grinçaient, crispaient, craquelaient. J'avais l'impression que les branches craquelaient. J'avais l'impression qu'elles crispaient, qu'elles grinçaient et qu'elles faisaient des bruits dérangeants. Et plus on avançait, plus la forêt était sombre. Et plus j'avais peur, et je sentais ce vent glacial derrière moi, qui me glaçait le sang, comme si quelque chose d'autre qu'elle était en train de nous suivre. Bien sûr, je n'avais pas été touché par cette chose qui pouvait potentiellement peut-être me suivre, mais j'avais été touché par la maison de Alice. Je la cherchais encore, mais c'était de loin. C'était de loin que je la cherchais. Pendant ce temps, il se passait des choses au village. Des maisons brûlaient, des personnes rentraient chez eux et se cachaient. Je n'entendais toujours pas des personnes crier à l'aide. Je n'entendais toujours pas des personnes crier à l'aide, car certaines personnes, en un cas différent d'un autre, criaient à l'aide pour pouvoir se protéger. Là, je n'entendais rien, je n'étais qu'à l'approche d'un village, un village que je connaissais. Un village que je connaissais bien, celui d'Alice. Mais personne ne cédait à la panique.
Personne ne cédait à la panique, tout le monde avait peur, car personne ne savait avec quoi j'étais parti, et personne ne savait encore même avec quoi j'allais revenir. Ils ont tous attendu en rang devant moi. C'était comme une entrée spectaculaire et phénoménale. Spectaculaire et phénoménale, ils ont attendu en rang à l'entrée du village. Ils m'ont regardé glisser le crucifix à l'arrière de la poche de mon jeans, et moi j'ai marché jusqu'à ma maison, refermant la porte derrière moi. Il y a un couple qui est resté devant ma porte toute la nuit. Cela me terrifiait qu'il y avait un couple qui restait devant ma porte toute la nuit. Peut-être qu'il se posait des questions. Ensuite, lorsqu'il est parti le deuxième jour, il y a un homme en costard-cravate noire qui est resté devant ma porte. Il avait une mallette. Il avait une mallette à la main. Il est resté en costard-cravate noire, juste devant. Il n'a pas bougé. Il est resté là. Et un jour, il a levé la tête et j'ai vu qu'il avait un sac sur la tête. Un sac plastique. Le genre de sac avec lequel on s'étouffe. Ou le genre de sac avec lequel on essaye de mourir. Il avait le genre de sac avec lequel on essaye de mourir, le genre de sac avec lequel on s'étouffe. Sur la tête. Il avait passé un élastique ou alors une corde, peut-être un peu fissurée. Peut-être un peu fissurée, il avait passé une corde ou un élastique autour de son cou pour pouvoir fermer ou ne plus avoir d'oxygène. Il est resté là un instant avant de tomber à la renverse, juste devant chez moi avant de tomber à la renverse. Je n'ai pas pris la peine de descendre car c'était son choix de mourir. Avait-il eu le temps de connaître Alice avant que je la ramène? Peut-être que oui, il avait eu le temps de connaître Alice avant que je ne la ramène. Mais je ne l'avais pas ramenée, alors peut-être que c'était pour ça qu'il s'était tué devant moi, prétendant que c'était de ma faute. Plusieurs enfants jouaient de l'autre côté de la maison. De l'autre côté de la maison, plusieurs enfants jouaient, mais plusieurs mères ne disaient que à leurs enfants de ne pas approcher cette maison. Moi, j'étais à ma fenêtre et je regardais. Toutes les mères qui avaient leurs enfants auprès d'elles, leurs enfants qui jouaient proche de mon jardin et proche de l'autre maison, la maison voisine, la maison gémélique à la mienne, qui est exactement la mienne, qui est exactement gémélique et exactement pareil à la mienne. Ces enfants jouaient là sur ce jardin, sauf que c'est une maison abandonnée, il n'y a rien à l'intérieur, y compris une armoire, un escalier et une chaise. Rien. Et pourtant, elles me regardent et disent à leurs enfants de ne pas venir jouer. Elles disent à leurs enfants de ne pas venir jouer là, pas tout près de ma maison. Moi, je ferme les rideaux, je me retourne et je vois Alice assise sur le même fauteuil qu'il y avait dans la maison dans la forêt, me regarder avec un air satisfait, et pourtant je n'ai rien fait, rien dit. Je me suis juste contenté de quitter sa maison et de partir, de suivre la personne qui m'a entraîné dans la forêt, et d'arriver ici, dans ce village, là où j'ai trouvé ma maison. Ouverte, avec la porte ouverte, avec les fenêtres ouvertes, tout comme la maison d'Alice. Notre mère, qui est en enfer, que ton nom soit banni et sacrifié, que ton royaume brûle, que ta volonté soit détruite, au ciel comme à la terre. Ne nous donne jamais notre pain de ce jour.
sans la scène.